Je vais inviter Philippe Steiner de l'Université Paris-Sorbonne de venir à la tribune pour la sociologie économique de François Simian. Mon cher Philippe, à toi la parole. Voilà, donc à mon tour, je remercie les organisateurs et organisatrices de cette réunion consacrée donc à la manière dont les Durkheimiens ont pu entrer au Collège de France et par ce biais faire valoir les apports de leur grand homme, de leur maître, Émile Durkheim lui-même. Alors j'ai eu comme tâche de parler de François Simian, l'un de ces Durkheimiens qui est arrivé au Collège de France, mais qui a eu peut-être la moindre des notoriétés. J'ai noté d'ailleurs dans une des citations qui a été faite précédemment qu'on évoquait un grand nombre de Durkheimiens au Collège de France, mais le nom de Simian lui-même était oublié parmi cette liste. Et probablement nombre de personnes ici n'ont guère entendu parler de François Simian. Alors, pour contrebattre en quelque sorte cette situation, je partirai de quelques considérations sur le travail de Simian dans le cadre de cette école durkheimienne, et ensuite je me livrerai plutôt à un exercice d'histoire intellectuelle de façon à saisir quel a été l'apport propre de l'enseignement de Simian une fois qu'il est nommé au Collège de France. Et je terminerai, ce qui nous permettra de revenir sur le thème qui a été à l'honneur dans cet après-midi, sur un curieux retour en quelque sorte de la sociologie économique sur la sociologie religieuse, qui me paraît être un des éléments, sans doute surprenants, mais constitutif d'une certaine façon de la sociologie de Durkheim. Voilà le programme que j'ai essayé de suivre pour construire cette présentation. Donc, le premier point que je voudrais souligner, qui est la première ligne de cette page de présentation, c'est un double aspect, me semble-t-il, de l'œuvre de Durkheim, qui est d'un côté extrêmement ferme dans ses principes théoriques, dans les principes de la sociologie qu'il essaye et avec succès d'une certaine façon, de mettre en place. C'est quelque chose qui a déjà été présenté ce matin à propos de la relation entre Tarde et Durkheim. Durkheim est un méchant, disait Massimo Borlandi, au sens où, comme il le disait lui-même, j'aime autant saisir les choses par la pointe plutôt que par la poignée, donc combatif. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose aussi auquel il faut être attentif. Durkheim est quelqu'un qui a une ouverture intellectuelle assez peu commune lorsqu'il s'agit de ces grands noms fondateurs d'une école. Je voudrais m'arrêter une minute sur ce point. L'année sociologique, dont il a été question aussi brillamment ce matin, et c'est le lieu de formation d'une école durkheimienne, ça a d'ailleurs été mentionné par plusieurs des présentations des candidats durkheimiens, une école durkheimienne autour de l'année sociologique, mais cette école n'est pas fondée sur une acceptation pleine et entière, uniforme, de l'œuvre de Durkheim. Durkheim accepte des membres très proches de son équipe qui rejettent tel ou tel point de son argumentation. Et je prendrai comme premier exemple le fait de la critique que François Simian, qui n'est pas encore dans l'équipe de l'année sociologique, la critique que Simian fait de l'ouvrage Le Suicide, il en fait une critique ravageuse, et notamment la notion de courant suicidogène, il lui paraît complètement inacceptable, inutile, et Durkheim, lisant cette critique, en tout cas c'est ce qu'il écrit à Marcel Mauss, dit « elle est très bien cette critique, elle est vraiment très bien », et il prend contact avec Simian pour le faire intégrer dans l'équipe de l'année sociologique. Et donc on a, me semble-t-il, quelque chose qui est assez peu commun de la part, en tout cas dans le monde de la sociologie classique, un fondateur d'école qui accepte des disciples qui n'acceptent pas pleinement sa propre théorie. Et c'est cette dimension-là
qui, me semble-t-il, est aussi une clé de la compréhension de cette émergence de grands penseurs dans l'école de Durkheim, qui sont certainement très marqués par Durkheim, mais qui ont aussi une autonomie intellectuelle qui leur permet d'arriver dans le sein de la structure académique française, dont Simian est un exemple. Donc Simian intègre l'année sociologique et il joue un rôle important au sens où il va diriger l'une des deux grandes sections de l'année sociologique, la section sociologie économique, l'autre section importante étant la section sociologie religieuse. Simian sera caractérisé, j'y reviendrai, par le fait de couler d'une certaine façon sa réflexion très largement dans les préceptes des règles de la méthode sociologique de Durkheim, publié en 1994. Et cela donne d'ailleurs à l'œuvre de Simian une caractéristique, une coloration très particulière, une forme de positivisme très minutieux, soucieux de la rigueur statistique, tout en se refusant à employer un quelconque outil technique de la statistique, notamment la corrélation, qui est bien connue à l'époque, et qu'il n'utilisera jamais. Donc on a là, de ce point de vue, quelque chose de très important pour comprendre à la fois l'alignement de Simian et ses libertés intellectuelles, dont on verra par la suite qu'elles se révèlent au Collège de France. Dernier point de cette présentation, l'hypothèse sur laquelle je construis ici cette présentation est une hypothèse sur la signification de la sociologie de Durkheim. Et je prends cette signification à partir des deux grands objets qu'il est amené à traiter au cours de son œuvre, c'est-à-dire dans un premier temps les questions liées à la société industrielle qui émerge au XIXe siècle. Donc la question économique est importante pour lui, de la division du travail social, je crois en est un exemple. En tout cas, la dimension sociale de cet aspect fortement lié à la théorie économique est pour lui important. La dernière partie du suicide sur la question des groupements professionnels comme moyen de résoudre cette crise de la montée des suicides égoïstes, on voit bien que cette dimension économique est importante. Il la rejette dans sa deuxième introduction à la division du travail social en 1902, et cela parce qu'il se consacre désormais à la sociologie religieuse. Et d'une certaine façon, Simian va représenter cette sociologie économique tout en retrouvant à la fin la sociologie religieuse de Marcel Mauss dans ses travaux sur la monnaie. Donc vous avez, d'une certaine façon, déjà un peu la conclusion à laquelle je vais tâcher d'aboutir. Donc dans cette équipe, Simian est l'individu moteur pour la sociologie économique. Il signe un énorme nombre de comptes rendus et surtout, il élabore la classification, on vient d'en parler, la classification de la matière qui sourd de la théorie économique pour la modeler d'une manière propre à la sociologie économique. Et donc, de ce point de vue-là, il a effectivement un rôle extrêmement important. Dans un article de 1909, Durkheim présentera la sociologie économique et reprendra la classification de Simian. Deuxième élément caractéristique de ce travail, et qui est bien évidemment une des caractéristiques de Simian, Philippe Bénard l'avait déjà souligné, Simian dit epistemological polemist, et donc ici Simian va doubler son travail d'une critique féroce de la théorie économique, qu'elle soit de type libéral, qu'elle soit de forme mathématique ou qu'elle soit de type économie historique. Et donc, de ce point de vue-là, Simian joue son rôle plein de sociologue durkheimien. Et me semble-t-il, on peut faire un pas de plus, voir ce positivisme en œuvre dans l'œuvre de Simian, dans la thèse qu'il rédige et qu'il soumet en 1907 sur la formation des salaires dans l'industrie charbonnière, et dont je
répète encore une fois que c'est une méthode bien en règle qui est à l'œuvre, avec une certaine forme de subtilité, voire d'agilité, au sens où il va prendre les exceptions aux régularités qu'il met en œuvre pour expliciter la force de sa propre interprétation, de même que Durkheim avait été amené à le faire dans Le Suicide. Mais on voit dès ce moment-là, me semble-t-il, une forme d'originalité de la part de Simian, dans la mesure où, à la différence sans doute de son modèle durkheimien, eh bien, il introduit une théorie de l'action économique pour expliciter comment s'effectuent les liaisons entre les séries qu'il considère comme être le primum movens de son étude et les séquences qui vont suivre sur la formation du salaire, du profit, leurs évolutions au cours du cycle, etc., etc. Et donc il y a chez lui une théorie de l'action avec des acteurs qui ont un registre en quelque sorte de heuristique pour savoir comment on agit en fonction de telle ou telle circonstance. Et de surcroît, cette théorie de l'action, une théorie de l'action conflictuelle. C'est un conflit entre patron et ouvrier qui est à la clé de son affaire. Cette théorie n'est pas une erreur de jeunesse, elle sera reprise dans le grand ouvrage de 1932, Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. Il la poursuit donc tout le long de sa carrière pré-Collège de France, en quelque sorte. Donc voilà, en quelque sorte, le profil que présente Simian et la charge, en quelque sorte, sur laquelle je vais faire porter mon travail, c'est ce qui va advenir une fois qu'il est au Collège de France. Il est à ce moment-là un économiste pleinement reconnu, membre de plusieurs associations, membre de la plus importante revue de l'époque, la Revue d'économie politique, et il a instauré un registre qu'on appelle l'économie positive française, autour duquel beaucoup de gens tournent, des gens comme Pirou, etc., Marjolin, beaucoup d'autres vont travailler autour, contre, avec Simian d'une certaine manière. Alors la question, peut-être c'est la seule question un peu historiographique que je me suis posée, c'est mais comment se fait-il que Simian ait pu accepter une chaire au Collège de France sur le thème Histoire du travail, dans la mesure où les peu de choses que l'on connaît sur les 3 années où il a enseigné n'ont rien à voir avec l'histoire du travail. Alors, sans doute, les professeurs au Collège de France ici pourront nous dire comment chacun joue avec l'intitulé de sa chaire et le registre même de ses enseignements. Simian, c'est délicieux à lire. Simian fait donc sa leçon inaugurale, que je suis obligé évidemment de réduire. Et en gros, il dit, ben voilà, il y a l'histoire, il y a le travail. Qu'est-ce qu'on entend par histoire? Qu'est-ce qu'on entend par travail? Et le résumé est donné dans la citation qui est au milieu de cette page. Les conditions et mérites de l'expérimentation positive nous conduisent à nous placer à cet effet dans le cadre de l'histoire, et en ce sens, histoire explicative du travail rejoint science économique positive. En clair, je ferai ce que j'avais l'habitude de faire et je ne ferai pas ce qui était sous-entendu, j'imagine, dans l'intitulé de la chaire, d'une certaine façon, de la belle œuvre. Le registre rhétorique est magnifique. Alors, une fois que ce réarrangement peut être déjà convenu au moment où il est élu, ce réagencement m'amène à mettre l'accent sur ce qu'il va y avoir, bien sûr, de continuité, mais de nouveauté dans la courte période, les 3 années d'enseignement que Simian va faire au Collège de France, puisqu'il décède prématurément en avril 1935, une semaine après avoir terminé son dernier cours. On a un seul cours qui est publié intégralement, le premier cours ne nous est pas connu, et le 3e n'est connu que sous une forme résumée. 2 leçons seulement sont écrites, le reste, on n'a que les résumés des leçons. Mais ça nous donne quand même pas mal d'éclairage sur ce qu'il fait. Alors, le premier point que je rappelle, puisque là, Simian va juste utiliser des choses déjà connues, c'est le fait que le cycle, pour lui, est une succession
de longues phases, 20-25 ans, de hausse des prix, suivie par une phase de baisse des prix, phase A, phase B. Et la grande thèse de Simian, qu'il va répéter au cours de ses enseignements, c'est le progrès économique résulte de la succession des phases A et B. La phase B étant importante pour lui, puisque c'est la phase de baisse des prix, de baisse des profits, baisse des salaires, donc de la nécessité d'organiser plus efficacement la production, de rationaliser, etc. Donc d'accroître la capacité du travail humain à produire des marchandises et donc ainsi d'accroître la production. Donc cet élément est clé pour lui, c'est le soubassement en quelque sorte de tout son travail, et ceci lui le conduit en quelque sorte à rejeter toute tentative d'économie dirigée, à rejeter toute tentative de diminuer la phase dépressive du cycle, parce que cela reviendrait en fait à diminuer ce qui est le moteur du progrès. Et de ce point de vue-là, il y a chez lui comme une forme de déterminisme très fort, peut-être plus fort encore que celui dont Durkheim a pu faire usage, un déterminisme très fort. Les politiques, lorsqu'elles réussissent, les politiques économiques, lorsqu'elles réussissent, eh bien, c'est simplement parce qu'elles sont en phase avec le cycle et non pas parce que l'on aurait trouvé une baguette magique permettant de réguler le cycle. Le deuxième enseignement va déployer cette argumentation dans le cas américain. Donc, j'ai juste mentionné ici les différentes phases, mais dans le cas américain, me semble-t-il, on voit apparaître deux nouveautés qui n'étaient pas présentes ni dans les recherches sur l'évolution du prix du XVIe siècle au XIXe siècle, ni dans l'ouvrage de 1932 sur le salaire. C'est d'une part ce que l'on pourra appeler désormais, enfin de nos jours, l'idée de globalisation. Les États-Unis, malgré leur taille d'un pays qui est à la taille d'un continent, les États-Unis n'échappent pas au rythme économique mondial. Les prix américains vibrent de la même manière que les prix mondiaux. Donc, de ce point de vue-là, ils appartiennent au même espace, à la même nappe de marchandisation, pour parler comme Fernand Braudel. Deuxièmement, on voit apparaître chez Simian, ce qui n'était pas le cas précédemment, le fait que la monnaie est un objet politique. Les bills d'inflation ou les bills de conversion hors des greenbacks aux États-Unis sont des lieux, des moments de débat politique, de conflit politique entre des classes sociales qui sont avantagées les uns par l'inflation, les autres par, au contraire, la stabilité des prix et le respect des contrats passés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des avancées dans cet enseignement. Cette avancée se retrouve ici marquée, là on voit plus précisément les catégories sociales que Simian met en avant, et notamment la catégorie des aventuriers défricheurs de l'Ouest face aux bourgeois enrichis des villes de l'Est, et il produit des cartes repris de travaux américains qui permettent de montrer le clivage des votes aux États-Unis sur ces questions. Deuxièmement, il me semble qu'il y a aussi un argument intéressant et nouveau dans l'argumentaire de Simian, c'est le fait qu'il met en évidence le fait qu'une décision économique, inflation ou au contraire rattachement à l'or, inflation ou rattachement à l'or, permet de faciliter les activités économiques d'une catégorie sociale. Et cet effet social d'un premier effet économique a lui-même des effets économiques. Et donc, de ce point de vue-là, il voit apparaître des effets de deuxième rang économique suite à des phénomènes sociaux, ce qui est d'une certaine façon un des objets de la sociologie économique, à la fois la sienne, mais on trouve d'autres auteurs qui raisonnent de la même façon, notamment Vilfredo Pareto. Dans l'enseignement de 1933-1934, le dernier enseignement dont on n'a que des parties, malheureusement, de l'enseignement, Simian, me semble-t-il, va aller encore au-delà de ces nouveautés et va, en quelque sorte, développer, plus qu'il ne l'avait jamais fait, la dimension de psychologie sociale de sa sociologie économique. Celle-ci était déjà présente dans les cours antérieurs au Collège de France, mais ici, cette psychologie sociale est
beaucoup plus développée au travers de 3 termes, ou 3 concepts, ou proto-concepts, puisqu'il n'a pas eu le temps de les élaborer: attente, estimation, interprétation. Peut-être que s'il avait lu Frank Knight, il aurait utilisé le terme d'incertitude, mais visiblement ce n'est pas le cas. Mais laissons Knight de côté et voyons un petit peu comment Simian va développer ses argumentations. Premièrement, il met en évidence le fait que l'activité économique est basée sur des attentes. On parie sur le futur et donc on s'attend à un certain nombre de choses. C'est la longue citation qui figure au milieu de cette page. Et donc, comme il le dit, et encore, à moins que par miracle, toutes ces productions pour échange réciproque s'accroissent à chaque moment au même rythme, agriculture comprise, il faut aussi que les plus rapides puissent attendre les résultats des plus tardives. Et donc, cela suppose un capital sous forme monétaire de manière à pouvoir gérer économiquement ces attentes. Et Simian ici met du lest derrière cette formulation. C'est là le problème qu'il fallait apercevoir et résoudre. Il pense donc avoir fait œuvre nouvelle en mettant en évidence ce système d'attente grâce auquel fonctionnent les États-Unis. Il met de surcroît l'accent encore plus fortement sur cette question à propos d'une dissociation qu'il fait entre marché des biens et services et marché financier. Si on a pu essayer de réguler les prix sur les marchés des biens et services, le pays, dit-il, n'a pas échappé à l'emballement des prix, des attentes des choses futures. Le marché financier est donc un marché des attentes du futur. Donc, on le voit mettre en évidence ce phénomène d'attente, et il va, me semble-t-il, dans la toute dernière leçon de ce cours, porter la réflexion à un niveau supérieur, le porter en quelque sorte au niveau de la coordination, le grand problème auquel s'attachent les économistes, et concevoir le fait que la coordination, d'une certaine façon, ne se fait pas sur des faits, sur des constatations, mais elle se fait cette coordination sur des estimations. Et donc, la phrase que je mets un petit peu en exergue en haut de cette page, je viens, dit-il donc dans sa leçon, dans l'un et l'autre cas, d'employer le mot d'estimation. Pourquoi ? Rhétoriquement, il pose cette question. Les actions qui viennent de ce marché, le marché financier, ne pourraient-elles pas être fondées sur des constatations, sur des expériences ? Il dit non. Nous n'avons pas les éléments, et de fil en aiguille, il explique que même sur le marché du blé, qui de fait est déjà financiarisé aux États-Unis, même sur le marché du blé, nous ne nous basons pas sur des constatations du pain mangé aujourd'hui, mais sur des futurs, des estimations à venir. Et donc, de ce point de vue, et c'est le dernier point que je veux souligner dans ce cadre-là, il explique que la coordination économique n'est pas une coordination de faits, n'est pas une coordination basée sur des constatations, c'est une coordination d'interprétation sur ce que va être le futur. Et il me semble que, mis en regard soit éventuellement des travaux de Keynes dans la théorie générale, mais qu'il ne pouvait pas connaître puisque il est mort avant la publication, ou dans les travaux de Knight qu'il ne connaît pas non plus, on a là, de la part de Simian, une véritable avancée que l'on comprend aussi sans doute mieux, toujours rétrospectivement, si l'on voit que quelques années plus tard, Friedrich Hayek va publier un article qui reste un article fondamental de coordination par les prix apportant toute l'information nécessaire aux acteurs pour se coordonner. On n'a pas besoin de savoir comment le prix est fait, on n'a pas besoin d'interpréter, le prix suffit pour savoir quoi faire, quoi acheter et que faire. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, me semble-t-il, de la part des brèves années que Simian a passé au Collège de France, une grande originalité. J'en viens maintenant à ce dernier point, la monnaie. La monnaie, c'est le monétarisme, dans un premier temps. C'est d'ailleurs ainsi qu'il le reprend à son compte. On le voit dans la citation qui est au bas de cette page. Il se revendique monétariste et il y a, me semble-t-il, parfois des mécompréhensions sur ce point. Le monétarisme de Simian est double. Il est d'une part lié au fait que, d'après lui, ce sont les variations dans les rythmes de production des quantités de monnaie qui sont au point de départ des cycles, une hypothèse qui, globalement, était rejetée par les contemporains, Nikolai Kondratiev inclus, bien sûr.
Et d'autre part, à côté de cette vision, en quelque sorte, du monétarisme de Simeon, il y a une autre dimension, une deuxième interprétation qui tient au fait que la psychologie sociale économique de Simeon repose sur le fait que les acteurs perçoivent les évolutions économiques en grandeur monétaire. C'est la grandeur monétaire grâce à laquelle les gens perçoivent les faits. Il n'y a pas l'idée d'une différence entre le monétaire et le réel, c'est la grandeur monétaire qui permet aux acteurs de se coordonner. Donc, cette question monétaire a évidemment de l'importance chez Simeon tout au long de son œuvre, mais je voudrais, c'est la dernière partie de cet exposé, la plus brève, revenir sur ce que j'ai annoncé tout à l'heure à propos de cette rencontre que le Simeon va faire entre sociologie économique et sociologie religieuse. C'est le grand texte que Simeon présente à l'Institut de sociologie en 1934, avec une discussion menée par plusieurs économistes et Marcel Mauss, j'y reviendrai. Et dans ce cadre-là, une chose tout à fait remarquable tient au fait que Simeon, qui s'est toujours tenu à l'écart de cette question de la sociologie religieuse, qui par ailleurs s'est toujours tenu à l'écart de cette régression, on va dire, de ses amis durkheimiens vers les primitifs, parce que Simeon nous dit non, l'économie moderne, ça n'a rien à voir avec l'économie primitive. En gros, les Arrontas n'ont rien à nous apprendre sur le fonctionnement de l'économie contemporaine. Bien. Et donc, malgré tout, il va ici reprendre, pour comprendre le phénomène de la monnaie, après une critique de nouveau de la théorie abstraite, il va reprendre un schéma d'Auguste Comte, auquel il a été formé lorsqu'il était normalien. Il reprend le schéma comtien pour expliquer qu'il y a 3 phases successives dans l'interprétation de la monnaie. La troisième étant bien évidemment la sienne. Première phase, c'est la phase communément appelée mercantiliste, selon laquelle la monnaie est la richesse, c'est l'objet grâce auquel, en quelque sorte, tout problème économique peut être traité. Deuxième phase, celle qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, c'est pour ça qu'il la qualifie de voltairienne, une phase qui va se débarrasser de cet esprit éthico-religieux et considérer que ce qui se passe réellement, c'est l'échange de marchandises contre les marchandises. C'est la grande thèse de Jean-Baptiste Say, qui sera développée à partir de 1803. Et du coup, la monnaie est un voile qu'il faut écarter pour bien comprendre ce qui se passe dans l'économie. Simeon n'est pas satisfait ni par l'une ni par l'autre et propose enfin une troisième phase, la phase proprement sociologie économique de la monnaie, selon laquelle elle est une réalité sociale. Et comment comprend-on cette réalité sociale? Il l'écrit explicitement, à l'image de ce que les sociologues ont fait pour la sociologie religieuse. La monnaie, dit-il, et l'or n'échappe pas à cette règle, la monnaie est basée sur des croyances, est basée sur une foi dans le futur, une foi dans l'avenir du pays auquel on appartient. Et donc, de ce point de vue-là, il y a ce curieux rapprochement auquel j'ai fait allusion. À cette époque-là, Mauss est déjà au Collège de France, et je note avec intérêt, pour l'argumentaire qui est le mien, une des réactions de Marcel Mauss, présent lors de la discussion du texte de Simeon, qui, me semble-t-il, va apporter son concours, va apporter le poids de ses connaissances et de ses interprétations de la sociologie religieuse durkheimienne. Voilà le passage, car c'est au fond ce à quoi nous arrivons, vous et moi. Donc il se met à l'unisson de Simeon. Nous arrivons, vous et moi. C'est l'importance de la notion d'attente, d'escompte de l'avenir, qui est précisément l'une des formes de la pensée collective. Nous sommes entre nous en société pour nous attendre entre nous à tel ou tel résultat. C'est cela la forme essentielle de la communauté. Les expressions contrainte, force, autorité, nous avons pu les utiliser autrefois et elles ont leur valeur. Mais cette notion de l'attente collective est, à mon avis, l'une des notions fondamentales sur lesquelles nous devons travailler. Je ne connais pas d'autres notions génératrices de droit et d'économie, je m'attends. C'est la définition même de tout acte de nature collective. Il est à l'origine de la théologie. Dieu m'entendra,
je ne dis pas exaucera, mais entendra ma prière. Et donc on voit ici cette réunion qui n'est pas simplement le fait de Simeon de son côté, mais qui trouve un pendant avec Marcel Mauss, sociologie religieuse et sociologie économique, les deux dimensions, à mes yeux, constitutives, si on regarde les matériaux sur lesquels, les thèmes sur lesquels Durkheim a travaillé, eh bien, ces deux éléments sont ainsi réunis à la fin de l'enseignement, du troisième enseignement de Simeon. Je voudrais ajouter, malgré tout, deux remarques pour, d'une part, aller toujours dans le sens de cette réunion et marquer une limite. La première remarque, c'est le fait que Simeon va, à ce propos, je pense, suivre d'une certaine façon la manière dont Durkheim examine le cas de l'homme qui croit, l'homme qui a la foi, et c'est développé notamment dans le chapitre sur l'ascétisme, dans les formes élémentaires. Eh bien, dit Durkheim, l'homme qui croit peut plus que le non-croyant. Et Simeon, d'une certaine façon, peut dire l'homme qui croit dans cet avenir économique que porte la monnaie peut plus, il va s'engager, il va aller plus loin. Mais en même temps, il n'ira pas, je crois, jusqu'à accepter ce qui est une des thèses étranges, mais extrêmement suggestives de Durkheim dans les formes élémentaires, lorsqu'il explique, Durkheim, que la religion, comme toute croyance, est une forme un peu de délire. Un délire qu'il qualifie de bien fondé. Et donc, enfin, une pensée délirante, je crois que c'est le terme qu'il emploie. Il y a le terme de délire aussi qui est employé. Enfin, on a un spécialiste ici, je pense que Giovanni Paoletti va pouvoir trancher. Et de ce point de vue, peut-on dire que dans le cadre de l'économie, cette foi dans l'avenir, cette croyance peut jouer le rôle, en quelque sorte, de ce délire bien fondé ou de ces fictions bien fondées, de façon à engendrer, comme certaines tentatives aux États-Unis dans la période de crise qui suit 1929 peuvent le laisser croire. Et Simeon, ici, donne une corde de rappel. En économiste, il n'est pas question de penser que ça se passe comme dans la religion. Il y a une pierre de touche empirique qui fait qu'à un moment ou un autre, cette manière de voir les choses trouve sa limite. Eh bien, c'est le fait que toute dette doit être éteinte par un paiement effectif, en marchandises ou en monnaie, et que donc, à partir de ce moment-là, il peut y avoir tout d'un coup un retournement de la conjoncture. Tout d'un coup, les gens se rendent compte que les échéances ne sont plus payées, les paiements n'ont plus lieu, la foi disparaît, et bien évidemment, on passe de la phase A à la phase B. Pour conclure très rapidement, même si je n'ai pas voulu ici mener à bien tout un travail qui consisterait à examiner la postérité de Simeon, on peut y revenir dans la discussion, il me semble qu'elle s'éteint assez rapidement. On va en retrouver quelques traces au moment de la fondation de la revue économique en 1950. Certains membres qui sont au point de départ de cette revue vont faire référence à la nature sociologique de l'économie. Ça peut sembler étrange de nos jours, mais à l'époque, c'est quelque chose qui est dit en 1950, et y voir l'écho de Simeon, qui est parfois cité par quelques-uns d'entre eux. Mais il me semble que, comme l'économie est très plurielle, elle a toujours cette dimension de théorie abstraite que rejetait violemment Simeon, mais elle n'est pas que cela. Je pense qu'il faut aussi, en tant que sociologue, en être conscient et convaincu. Elle est aussi, de nos jours, l'économie politique de plus en plus tournée vers des dimensions historiennes, vers la production de séries statistiques grâce auxquelles on peut examiner des relations fondamentales de nos jours. Et ce n'est donc pas par hasard, me semble-t-il, qu'un centre de recherche de la Paris School of Economics, réunissant quelques-uns des plus grands noms de la théorie économique française, je vous laisse deviner lequel, a pour devise un extrait de son ouvrage de critique méthodologique de l'économie. Je pars d'un postulat, de l'unique postulat que la science économique a pour objet de connaître et d'expliquer la réalité sociale. Et j'ai mis, pour finir, un extrait, une photo de la signature de Simeon
qui, je pense, n'aurait pas lieu de rejeter cette formule au vu de ces travaux qui sont accomplis dans ce centre. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Très intéressant. Écoute, il y a un certain nombre de questions. Moi, je vais peut-être je vais me réserver une seule avant, mais je vais être rapide. Je voulais savoir, est-ce que Simian a eu des échanges avec Alpvax, qui était un des auteurs qui s'est intéressé à la classe ouvrière et au monde du travail? C'était la première toute petite question. La deuxième, c'était quelle est l'attitude à l'égard de quelqu'un comme Weber, qui peut être une autre source à la sociologie économique? Et puis enfin, la définition des attentes et de la réciprocité des attentes comme socle de la société. Au fond, c'est une définition assez pure et parfaite du contractualisme. Est-ce que c'est assumé comme tel? Voilà. Je réponds très rapidement. Alors, bien sûr, Simian est très lié à Alpvax, puisque dans le cadre de la 5e section de l'année sociologique sur la sociologie économique, il est d'abord aidé par les frères Bourgin, et ensuite Alpvax va prendre un rôle aussi très important, et c'est Alpvax d'ailleurs qui reprendra la dimension sociologie économique dans les annales sociologiques une fois que Simian sera décédé. Donc là, il y a un vrai travail de liaison entre eux. Je crois que Alpvax est marqué par la démarche de Simian. Alpvax va lui aussi avoir un travail statistique tout à fait important comme base de travail. Alors, je pense que par ailleurs, et c'est un passage connu, je pense, de l'œuvre d'Alpvax, Alpvax a écrit, je crois, le jour où l'annonce de la mort de Simian lui parvient, de mémoire, il dit « Je suis sans réaction, ça me manquera plus tard, mais Simian, pour moi, c'était l'image du travail, du contrôle, quelque chose de très dur et qui semblait l'avoir écrasé, c'est le terme qu'il emploie. Et donc la relation, je pense, était une relation un peu de filiation vis-à-vis d'un père ou d'un maître exigeant, peut-être trop exigeant. Et de ce point de vue, le rapport était sans doute complexe, même si il y a de toute évidence une grande admiration de la part de Alpvax vis-à-vis de Simian. D'ailleurs, il reprendra pas mal de ses travaux, il sera chargé de présenter certains de ses travaux, il les présentera toujours de manière extrêmement positive. Dans le rapport de Simian à Weber, me semble-t-il, il y a deux éléments distincts dont il faut peut-être auxquels il faut faire allusion. La première chose, me semble-t-il, c'est que au sein de l'équipe durkheimienne, Simian est celui qui repère d'une certaine façon les travaux de Weber dès l'avant-guerre, dès 1914. Et contrairement à ce qu'on a pu dire à un moment, Weber n'a pas été ignoré par les durkheimiens. Au contraire, me semble-t-il, les durkheimiens ont fait un travail, non pas de réception, mais ont marqué le point de vue, les travaux de Weber, leur importance. Même si, curieusement, mais c'est peut-être la personne qui a pris les notes du cours, dans le deuxième cours dont on a l'intégralité, il fait référence à la thèse bien connue d'Alfred Weber. Et donc, je dis non, c'était Max, visiblement, donc il y a dû avoir soit un lapsus calami, soit une erreur de la personne qui a pris ça en note. Mais il le connaissait bien, et par la suite, c'est Alpvax qui va porter justement le dialogue entre les durkheimiens et Weber. Ça, c'est le premier élément d'un point de vue empirique. Deuxièmement, il y a là une différence très forte entre Weber, la sociologie économique de Weber et la sociologie économique de Simian, que je caractériserai de la manière suivante. Pour faire bref, Simian, comme Durkheim, rejette l'économie telle qu'elle existe. Et la sociologie économique est chargée de remplacer, de cette manière, l'économie politique classique, libérale, mathématique, etc. Alors que Weber, qui est un économiste au départ, n'a pas du tout cette prévention. Il accepte la théorie de l'utilité limite de Karl Menger, que Simian rejette, et d'une certaine façon, il a cette formule, perverse, si je peux me permettre d'employer ce terme à propos de Max Weber, de dire, et ceux que cette théorie, à qui cette théorie ne plaît pas,
eh bien qu'il trouve mieux. Et on sait que c'est pas si facile que ça, pour dire le moins. Et donc, Weber a une option qui va tourner vers l'histoire, la sociologie économique vers l'histoire, mais avec une acceptation de la théorie classique que Simian rejette. Attente et contractualisme, non. Je n'irai pas jusque-là, précisément parce que dans son travail, il montre que dans les cycles économiques américains et dans la gestion politique de la monnaie, il y a des moments où, au contraire, ce que l'on attend, c'est l'inflation, c'est-à-dire précisément le moyen de ne pas rembourser les prêts obtenus en termes de l'équivalent monétaire du moment. Et donc, il y a au contraire, d'ailleurs, c'est même une phrase que Simian utilise dans ce cours, où, notamment dans la fin du XVIIIe siècle, le respect des contrats était considéré comme un reste de l'oppression britannique. Qui veut dire que les attentes étaient plutôt des attentes vis-à-vis du futur, plutôt que des attentes vis-à-vis du passé concernant les contrats passés antérieurement. Mais c'est une partie de la réponse, tu comprends, c'est juste la partie... Il y a deux questions qui sont